Il n'y a pas de dépôt de pétition, il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits et de privilèges. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. À son arrivée au pouvoir, le premier ministre a promis d'être humble, de faire preuve d'écoute, d'humanité, de gouverner pour le vrai monde et de respecter tous ses engagements. Malgré ces bons mots, la population n'a droit qu'à de l'improvisation de la part du gouvernement caquiste. Monsieur le Président, des milliers de personnes, des milliers de citoyens s'attendaient à un traitement juste et équitable de la part du gouvernement. C'est cependant à l'entêtement et à la fermeture d'esprit qu'il se frappe. Comment le premier ministre peut-il, entre autres, endosser les décisions inhumaines de ses ministres, entre autres en immigration et en transport? Chaque jour, le premier ministre abandonne des promesses phares. Il est même devenu habituel pour les députés de la CAQ qu'ils se lèvent en chambre pour voter contre les engagements qui les ont fait élire, notamment la question des trop-perçus. Et quand ce n'est pas le cas, on apprend plutôt que ce sont des poursuites judiciaires qui leur tombent sur le dos. Hier, le premier ministre a voulu corriger le tir dans un cas, sur la question des enfants handicapés. Mais comment le premier ministre a-t-il pu accepter que, malgré les importantes marges de manœuvre, son ministre des Finances a refusé d'inclure 22 millions pour respecter son engagement envers les familles d'enfants handicapés? Pourquoi faut-il toujours un tollé ou une décision des tribunaux pour que le premier ministre tienne parole? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle a de l'expérience. Il était au gouvernement. On a eu effectivement, dans les semaines qui ont précédé la préparation du budget, des rencontres, entre autres des rencontres avec le ministre des Finances. J'ai demandé spécifiquement que toutes les promesses soient respectées, les promesses pour 2019-2020. Évidemment, il y a des promesses qui ont été promises pour la durée du mandat. On ne peut pas tout faire puis tout réparer en 6 mois. Mais dans le cas des enfants qui sont lourdement handicapés, le chef de l'opposition officielle sait qu'on ne peut pas inscrire dans des documents budgétaires un programme qui n'est pas préparé. Il peut peut-être nous dire, vous auriez dû avoir le temps de le préparer. Ce n'est pas si simple que ça. Ce qu'on dit, c'est qu'on va bonifier l'aide aux familles d'enfants lourdement handicapés en fonction de la lourdeur du handicap, parce que selon les enfants, il y en a qui ont plus ou moins d'autonomie. Il y a 40 000 dossiers actuellement qui sont examinés par Retraite Québec. Le travail n'est pas terminé. Donc, le travail n'a pas été fait pendant 15 ans par le gouvernement libéral. Donnez-nous encore quelques mois, puis je vous garantis que l'argent va être disponible, puis qu'on va respecter notre promesse. Mais ça prend d'abord un programme qui est clair, qui est applicable, après consultation des parents qui ont des enfants lourdement handicapés. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ils ont hérité d'une situation budgétaire exceptionnelle. Et même dans ce cas-là, il manque 1 milliard pour financer certains engagements pour les familles, que ce soit la taxe scolaire, on n'en a qu'une moitié, les frais de garde, il manque plus de la moitié du financement pour les allocations familiales. Si le premier ministre compte réellement tenir tous ces engagements, pourquoi refuse-t-il de les budgéter? Pourquoi sommes-nous toujours à l'ère de « on verra ». Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ça fait quelques fois que j'entends le chef de l'opposition officielle faire référence au fait que les surplus dont on a hérité, ça serait grâce au Parti libéral du Québec. Les surplus qu'on a eus, entre autres pour l'année 2018-2019, sont dus à 2 choses. On a trop taxé les Québécois, puis on a trop coupé dans les dépenses aux Québécois. On s'est retrouvé avec un surplus qui n'était pas prévu. Hein? On a déjà eu un ministre des Finances qui s'était beaucoup trompé dans l'autre sens, là, mais les libéraux ont trop coupé dans les dépenses. On est en train de réparer les dégâts. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, les Québécois se souviennent très bien de l'engagement sur la question des trop-perçus, surtout qu'on sait qu'Hydro-Québec va retourner très bientôt des dividendes records
de 5,2 milliards pour les 2 prochaines années. Monsieur le Président, si le premier ministre ne tient pas ses engagements dans une période financière exceptionnelle, comment va-t-il pouvoir le faire lors du ralentissement économique qui est prévu par son ministre des Finances? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement libéral a collecté, via Hydro-Québec, 1,5 milliard de trop des Québécois. Ce qu'on a proposé durant la campagne électorale, c'est de retourner ce 1,5 milliard de 3 façons. Augmenter les allocations familiales, réduire les taxes scolaires et réduire les tarifs de garderie. Ce que je comprends, c'est que le Parti libéral est contre cette façon de faire. Il aurait préféré, ce qui est nouveau, qu'on remette le 1,5 milliard selon la consommation qui a été faite par les clients d'Hydro-Québec. Moi, j'assume le fait qu'on se concentre à aider plus les familles. Bien, il faut voir exactement ce que propose le Parti libéral. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. En tout cas, Monsieur le Président, une chose est claire, on peut dire adieu aux baisses d'impôts. Malgré l'avoir promis pendant des années, on voit que le ministre des Finances a confirmé que les Québécois vont devoir attendre longtemps avant d'avoir des baisses d'impôts. Dans le meilleur cas, a-t-il dit, en 2024. Est-ce que le premier ministre peut nous confirmer qu'avec le ralentissement économique prévu dans son budget, ce qui attend les Québécois, ce sont plutôt des coupures pour financer les promesses irresponsables? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, durant la campagne électorale, la CAQ a promis d'augmenter les allocations familiales, de réduire les tarifs de garderie, de réduire les taxes scolaires. On va respecter toutes nos promesses. Et si on arrive à faire encore mieux, bien, j'exclus pas qu'on baisse les impôts, mais on va d'abord livrer nos promesses. Monsieur le député de Robert Baldwin. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans l'opposition, la CAQ a martelé sans cesse que le gouvernement devait diminuer les impôts d'au moins 500 $ par personne et 1 000 $ par famille. Député de Granby, député de la Pelletrie, vous vous rappellerez de ça. Il est donc normal que les électeurs caquistes s'attendaient à ce que la CAQ diminue les impôts. Mais le ministre des Finances, lui, a plutôt choisi de reporter au calendrier grec ces baisses d'impôts-là, Monsieur le Président. C'est donc assez surprenant, considérant que le Premier ministre le disait, et vient de le dire maintenant d'ailleurs, dès qu'on va avoir les marges de manœuvre, on va abaisser les impôts. Et il y avait les marges de manœuvre historiques. Alors, est-ce que le ministre des Finances peut nous expliquer pourquoi la CAQ a abandonné cet engagement historique de diminuer les impôts malgré les surplus historiques? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, je vais clarifier 2 concepts. Nous nous sommes engagés à réduire le fardeau fiscal et c'est exactement ce que nous faisons. Nous sommes en pleine action. Après 6 mois, nous sommes en avance. 42 % de ce que nous avions promis au niveau de l'allocation famille est fait. 33 % au niveau de la réduction de la taxe scolaire. Nous venons de bonifier pour le bien de l'ensemble de l'économie québécoise le crédit d'impôt à la prolongation de la carrière. Ces mesures, nous avons écouté, nous avons mis l'exemption des pensions alimentaires. C'est très bien, ça s'appelle réduire le fardeau fiscal des Québécois. Nous sommes en marche, nous sommes en avance. Quant à des réductions de l'impôt personnel, bien sûr, c'est souhaitable. Dès que nos engagements seront réalisés, si les marges de manœuvre sont en place, il nous fera plaisir de s'en occuper. Première complémentaire, Monsieur le député de Robert Baldwin. Monsieur le Président, oui, on parle de réduction d'impôts. Réduction d'impôts, c'est là où le Québec se distingue de ses voisins. Alors, jamais ça avait été mentionné qu'avant de diminuer les impôts, il fallait réduire la dette. Au contraire, la CAQ réclamait des baisses d'impôts dès l'atteinte de l'équilibre budgétaire en 2016. Député de Granby, député de la Pelletrie, ça vous rappelle quelque chose, je pense. Le député de Granby avait même mentionné qu'une telle baisse d'impôts serait réinvestie dans l'économie et ça générait une croissance additionnelle. Alors, est-ce que le ministre des Finances Ministre des Finances s'est trompé? Mais je cherche la question, Monsieur le Président. Je suis désolé. Je cherche la question. La réduction de la dette, nous avons une loi sur la gestion de la dette et le fonds de génération. Nous avons des cibles et la cible de la somme des déficits cumulés est prévue
telle qu'elle était prévue par l'ancien gouvernement, être atteinte en 2026. Lorsqu'on retire la réserve de stabilisation, et oui, c'est des concepts comptables, lorsqu'on soustrait la réserve de stabilisation, ceci pourrait être accompli en 2024. Alors, tout ce que j'ai dit, c'est que nous atteindrons nos cibles de réduction de dette pour la dette brute en 2021, pour la somme des déficits cumulés en 2024. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Robert-Baldwin. Monsieur le Président, alors que les Québécois s'attendaient à ce que le Premier ministre respecte au moins l'engagement de réduire l'impôt sur le revenu d'ici la fin de son mandat, le ministre des Finances vient de le confirmer d'ailleurs, il n'y aura pas de baisse d'impôt avant 2024. Jamais il n'avait mentionné qu'avant de diminuer les impôts, il fallait réduire la dette. Même au contraire, encore une fois, député de Granby, député d'Appeltrie, nous parlait dès 2016 de réduire les impôts. Alors, tout simplement, Monsieur le Président, qu'est-ce que le député de Saint-Jérôme pense de ce volte-face spectaculaire? Monsieur le ministre des Finances. Merci. Mais d'abord, j'aimerais souligner, hier, nous avons complété l'étude détaillée du projet de loi. J'aimerais souligner la collaboration des oppositions, parce que nous avons modifié le projet de loi. Et oui, les Québécois sont taxés 5 % de plus que la moyenne canadienne. Et lorsqu'on fait la somme des taxes municipales et des taxes scolaires, nous sommes les champions du Canada. Alors, nous avons déjà commencé, nous sommes en action. Grâce au projet de loi 3, nous réduisons les taxes scolaires et ceci réduit le fardeau fiscal des Québécois. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Merci, M. le Président. Depuis jeudi, la ministre de la Santé dit, à qui veut bien l'entendre, qu'elle a obtenu 200 millions de plus pour du personnel additionnel en santé. Comment elle va les embaucher? On ne sait pas. Quand elle va les embaucher? Elle ne le sait pas. Combien pour les infirmières? C'est pas plus. Pour les préposés, on verra. Pour tous les autres, who knows? Et dans le budget, M. le Président, rien sur les ratios. Vous auriez beau chercher toute la journée, perdez pas votre temps, M. le Président, vous trouverez rien. Pendant ce temps-là, M. le Président, la ministre, tout ce qu'elle nous dit, c'est que son argent servira notamment à améliorer les ratios. Les ratios, là, c'est la base, c'est pas compliqué, c'est le nombre d'employés qu'on veut par patient en CHSLD aux urgences dans le réseau. Alors, elle veut les améliorer, mais de combien? Parce qu'en ce moment, au CHSLD de Verdun, ça, on le sait, de nuit, c'est une infirmière pour 169 patients. Alors, ces 200 millions, ça va donner quoi? Une infirmière pour 150, pour 50, pour 75, c'est quoi le ratio qu'elle vise? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, 200 millions pour ajouter du personnel dans le réseau, que ce soit en CHSLD, en milieu hospitalier, dans l'ensemble du réseau, c'est une mesure qui est saluée par tous, notamment la présidente de la FIC, que j'ai rencontrée dernièrement, et elle est très, très informée du fait que nous allons améliorer les ratios avec elle, nous allons travailler avec elle, avec l'ensemble du réseau. Nous allons ajouter des infirmières, nous allons ajouter des préposés aux bénéficiaires. Je rencontre les PDG cet après-midi de l'ensemble du réseau, les présidents de conseil d'administration. Nous sommes déjà à préparer un plan de déploiement de ces ratios, améliorer les ratios dans l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. C'est un travail qui aurait dû être fait il y a longtemps. Quel héritage nous avons? Des situations vraiment extrêmement difficiles dans le réseau actuellement à cause d'une approche d'une gouverne qui a eu lieu pendant les 3 à 4 dernières années. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, le ratio qu'elle devrait vouloir en CHSLD de nuit, c'est une infirmière pour 37 patients. C'est ça qui est dans le projet pilote, c'est ça qui a été testé, c'est ça qui a fonctionné et c'est ça qui devrait être exigé de la ministre. Les ratios, là, ça vise justement à ce qu'un gouvernement agisse pas de même en ajoutant des sommes comme ça, à gauche, à droite, au pif, en mesurant le vent. À quand une loi pour des vrais ratios? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, j'aimerais que mon collègue de Pontiac demande à son collègue député de Lapinière ce qui s'est passé dans les dernières années. Comment se fait-il qu'on se retrouve dans une situation... Moi, j'ai quitté le réseau il y a quelques années, je reviens et je n'en crois pas ce que je vois, des situations qui ont été causées par des compressions budgétaires épouvantables dans les 2 premières années où ce gouvernement était en place.
des augmentations de 1,5 %. Nous, c'est 5,4 % que nous ajoutons au budget de la santé et des services sociaux. Deuxième complément, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande votre collaboration. La parole n'appartient qu'à ceux qui posent des questions et qu'à ceux qui y répondent. Le député de Pontiac pour la deuxième complémentaire. Monsieur le Président, des projets ratios, il y en a déjà 15 qui sont terminés. Ils ont fonctionné. Le personnel est content. Les usagers sont satisfaits, mais la ministre refuse de se commettre. Mais avec sa solution actuelle, la FIC, les infirmières sont inquiètes. Inquiètes parce qu'on n'a pas de loi, inquiètes parce qu'on n'a même pas d'objectif. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a mis de l'argent sans savoir ce que ça va donner. La ministre se rend-elle compte que ce qu'elle a fait, c'est acheter un cochon dans un sac. Elle n'a aucune idée si elle va en avoir pour son argent. Mais, Madame la ministre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On reste tous attentifs parce que le sujet nous intéresse tous. La parole appartient à la ministre de la Santé et des Services sociaux. Je vous demande maintenant votre collaboration. Moi, ce que je veux dire, Monsieur le Président, à l'ensemble des infirmières, infirmiers, préposés aux bénéficiaires et personnels du réseau, c'est que nous allons décentraliser, nous allons nous occuper des équipes terrain, nous voulons que les gens reviennent dans le réseau. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, Monsieur le Président, mais à cause de l'approche et de la centralisation qu'il y a eu dans les dernières années, il y a eu tellement de départs dans le réseau. Nous voulons que les gens reviennent. Nous allons travailler avec les syndicats, avec l'ensemble des partenaires pour que les conditions s'améliorent dans le réseau de la santé et des services sociaux. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. La CAQ se vante d'avoir proposé un budget vert, de faire des gestes concrets pour l'environnement puis de mettre plein d'argent là-dedans. Pourtant, hier, lors des études de crédit provisoire sur la question, le ministre de l'Environnement semblait être plutôt d'accord avec nous qu'il y a peu de nouveaux investissements dans la lutte au changement climatique. Parce que le milliard dont on parle, le milliard dont le premier ministre parle, le ministre nous a expliqué hier, et je le cite, que 200 millions proviennent de réallocation, donc du recyclage de l'argent existant, et 800 millions proviennent du Fonds vert, donc de l'argent qui était déjà là. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts budgétaires, ça, Monsieur le Président. Alors, si je comprends bien ce que le ministre nous dit, c'est de l'argent qui était déjà là et que n'importe quel gouvernement aurait utilisé de cette façon-là. L'argent neuf, Monsieur le Président, il n'y en a pas. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer pourquoi il est fier de cela? Est-ce qu'il peut avouer, comme son ministre de l'Environnement l'a fait en toute transparence hier, qu'en fait, la principale vertu environnementale de son budget, c'est d'avoir recyclé de l'argent qui était déjà prévu pour ça? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quand on regarde les émissions de GES par habitant, en Amérique du Nord, le Québec est premier. On est les meilleurs de tous les États et provinces. Et la chef de Québec solidaire, la co-chef, fait des conférences de presse à l'extérieur pour dire que si le gouvernement du Québec ne bouge pas, ça va être la catastrophe pour la planète. Écoutez, à un moment donné, il faut quand même mesurer ses propos. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi le Québec est premier? À cause de l'hydroélectricité. Le travail qui nous reste à faire, c'est beaucoup du côté des transports. Il faut développer, entre autres, les camions électriques. Ça prend des batteries, ça prend des nouvelles approches, puis on y travaille. Maintenant, pour ce qui est du transport en commun, dans le budget, on investit 13,3 milliards. Et ça ne s'arrête pas là. On met à l'étude des projets comme la ligne jaune vers Longueuil, la prolonger. On met des projets comme le tramway de l'Est de Montréal. On met des projets comme le tramway sur Tachereau à Longueuil. Donc, on va continuer de faire des annonces. On est là depuis 6 mois. Puis, on a eu un bilan qui nous a été laissé où
Depuis 2 ans, les GES ont augmenté au lieu de diminuer. Donc, je demande à la chef de Québec solidaire d'être patiente. On va y arriver. Terminant. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Ça me fascine, M. le Président. À chaque fois qu'on critique un peu, soit le non-plan ou le budget, le premier ministre nous revient toujours sur la quantité de tonnes qu'émettent les Québécois et Québécoises par habitant. C'est sûr que c'est facile de se trouver bon quand on se compare au pire. Le premier ministre nous compare avec 2 États pétroliers, M. le Président. Alors, est-ce qu'il faut comprendre de cette attitude que, selon le premier ministre, tout va bien au Québec puis qu'il n'y a pas de coup de barre à donner pour faire face à l'urgence climatique? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, c'est pas ce que je dis. On est premier, mais on va être encore meilleur. Mais, Monsieur le Président, moi, j'ai pris connaissance du plan de Québec solidaire. Il est plus bon, il est dépassé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'avec les nouveaux chiffres qui sont sortis pour les émissions de GES, le plan n'y arrive plus. Donc, vous n'atteignez plus l'objectif de 2020 de réduire de 20 %. Donc, je demande à la chef de Québec solidaire de refaire ses devoirs. J'ai hâte d'avoir son nouveau plan. Celui-là, il est plus bon. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Moi aussi, j'ai hâte de voir votre plan pour 2020, Monsieur le Premier ministre. Alors, je suis contente. On se comprend. Il y a un problème au niveau des GES. Ça fait une couple de semaines que je l'entends, puis là-dessus, je l'entends. Mais si vous voulez en faire plus, Monsieur le Premier ministre, est-ce que Monsieur le Premier ministre peut nous expliquer pourquoi hier, son ministre de l'Énergie a déposé un règlement qui en fait moins que les libéraux en matière d'utilisation de gaz naturel renouvelable? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. La chef du Parti Québec solidaire a grossièrement résumé mes propos tenus hier. Ce qui est dommage avec Québec solidaire, c'est que pour eux, lorsqu'on investit des centaines de millions de dollars dans la décontamination des sols, ce n'est pas de l'environnement. Lorsqu'on investit des millions et des dizaines de millions dans la gestion des matières résiduelles, ce n'est pas traité d'environnement. Lorsque l'on appuie les municipalités à hauteur de centaines de millions pour s'assurer d'une eau potable de qualité, ce n'est pas parler d'environnement. Lorsque Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, l'article 79 du règlement est clair. La réponse doit porter au moins sur l'objet de la question. Et la complémentaire porte sur le... S'il vous plaît, le leader du deuxième groupe d'opposition a la parole. Je vous demande d'être attentif. Je sais que ça dérange, je le comprends. Or, l'objet de la deuxième complémentaire de ma collègue portait sur le règlement publié hier, portant sur l'utilisation du gaz naturel renouvelable. Ce serait bien que la réponse, dommage qu'elle ne vienne pas du premier ministre, mais qu'elle vienne quand même au moins qu'elle porte sur le sujet. Monsieur le leader du gouvernement. Bien, l'argument contraire à ce qu'avance le leader du deuxième groupe d'opposition, c'est à l'effet que la deuxième complémentaire de la chef du deuxième groupe d'opposition ne vise pas sa principale. Alors, je pense que le ministre de l'Environnement répond aussi. Alors, si vous voulez de la cohérence, commencez par votre côté. S'il vous plaît, je demande maintenant au ministre de l'Environnement de poursuivre sa réponse. Aucun gouvernement ne s'est donné les moyens que le ministre des Finances a accordés par le passé en matière de protection de l'environnement, et on va en faire plus, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la défense de la langue française, c'est important pour le Parti québécois. Il faut rester vigilant, il faut faire les bons constats, poser des actions. Or, il se trouve que le français recule à la grande région de Montréal. Même le gouvernement du Québec a un effort à faire dans ses rangs. Les factures unilingues que Hydro-Québec envoie, ça se poursuit. On a demandé à la ministre si elle allait renforcer la loi 101. Réponse, non. C'est pas nécessaire. On va plutôt appliquer la loi. Or, il se trouve que dans le budget du premier ministre, on a diminué le financement de l'Office québécois de la langue française. Alors, si on ne veut pas renforcer la loi à la CAQ, c'est pas une question importante, la langue, chez ces nationalistes, comment on va faire en sorte de mieux appliquer la loi avec moins d'argent? J'espère que je ne l'apprends pas au premier ministre. Monsieur le premier ministre. Oui. Monsieur le Président, le français sera toujours vulnérable en Amérique du Nord. Il faut en faire plus. Puis, il faut s'assurer que la loi 101 soit respectée, ce qui n'est pas toujours le cas, entre autres, à Montréal. Il faut s'assurer aussi que les nouveaux arrivants apprennent le français. Malheureusement,
à cause de l'ancien parti au pouvoir. L'année dernière, 53 des nouveaux arrivants ne parlaient pas français et la majeure partie des adultes n'apprennent jamais le français. C'est pour ça que la CAQ veut, avec le ministre de l'Immigration, mettre des tests de français obligatoires pour tous les nouveaux arrivants. On va aussi, avec la ministre de la Culture, mettre en place des mesures de promotion. Si vous écoutez la télévision, vous avez sûrement vu qu'on fait de la promotion pour le français. Je pense que c'est important qu'on protège cette langue, qu'on soit encore plus fiers de ce qu'on est. Ça fait partie de notre identité. C'est le mandat qu'on a. Mais commençons par faire respecter la loi 101 avant de la modifier. Première complémentaire, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. La ministre disait donc qu'elle voulait mieux appliquer la loi, mais elle ne peut pas dire une chose et son contraire. Pour appliquer la loi, ça prend des ressources et la CAQ diminue les crédits alloués à l'Office québécois de la langue française. Est-ce que la ministre peut au moins admettre qu'elle ne pourra et reconnaître qu'on coupe dans le budget et qu'elle nuit, ce faisant, à la protection de la langue française? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci beaucoup pour la question. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de répondre parce qu'on va mettre les barres sur les T et les points sur les I. Ce budget-ci, Monsieur le Président, en fait de langue française, accorde 10 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans pour mettre de l'avant, justement, des programmes de francisation, pour promouvoir notre langue, pour la défendre. Et c'est ce que nous ferons. 10 milliards supplémentaires sur 5 ans. 10 millions, pardon. 10 millions. C'est 34 millions au total qui seront alloués à la protection, à la promotion et à la valorisation de la langue française. Monsieur le Président, c'est un sommet historique, jamais égalé par qui que ce soit. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la question est importante. Est-ce que le premier ministre nous confirme que son gouvernement nationaliste à l'intérieur du Canada ne va pas renforcer la loi 101 et en plus qu'il assume de diminuer le financement à l'Office québécois de la langue française? Alors, en matière de langue, il m'apparaît qu'il est dans la position du démissionnaire. Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, ça me fait plaisir de répondre puis d'être très précis. Je vous dis que c'est 34 millions de dollars qui s'en va directement pour la promotion de la langue française, un record historique. Et ce dont le chef de la troisième opposition nous parle, c'est d'optimisation. Il y a 8 postes, des contrats qui ne seront pas renouvelés. Mais ça, Monsieur le Président, n'oubliez pas que ça s'ajoute aux 10 millions et le 34 millions total. Alors, nous, ce sont les services que nous priorisons et vous allez voir, Monsieur le Président, il y aura une différence parce que la loi 101, pour une fois, on va l'appliquer au Québec. Question principale, Madame la députée de Maurice-Richard. Merci, Monsieur le Président. On va rester sur le thème des coupures. Dans son discours d'ouverture, le premier ministre nous a fait une grande profession de foi environnementale. Une semaine avant le budget, lui et son ministre de l'Environnement promettaient mer et monde en environnement. On le sait maintenant, Monsieur le Président, la montagne a accouché d'une souris. Depuis le dépôt du budget, Monsieur le Président, les critiques fusent de toutes parts sur l'absence de vision environnementale de la CAQ. Monsieur le Président, je constate que dans son budget, non seulement les mesures environnementales ne sont pas au rendez-vous, mais en plus, il y a une diminution du budget du BAP et des coupures de 6 % dans les évaluations environnementales. On a tous remarqué que les évaluations environnementales, ça semble être un problème pour la CAQ. Ça tergiverse, ça change d'idée, ça laisse planer le doute. Mettons qu'on ne sent pas de volonté ferme. Alors, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment il compte mieux protéger l'environnement en coupant dans les évaluations environnementales? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Cette épiphanie libérale pour l'environnement me surprend. On est à quelques mois à peine depuis l'élection. Et je me souviens très bien qu'en campagne électorale, il a fallu attendre le 30e jour pour que le Parti libéral se commette en matière d'environnement. Et quel était le plan du Parti libéral pour le mandat qui a débuté le 1er octobre? L'engagement qui a été pris, c'est simplement éliminer l'utilisation des pailles de plastique. Donc, c'était le seul engagement ferme du Parti libéral pour un mandat de 4 ans. Et là, aujourd'hui, ce même Parti libéral veut nous faire la leçon alors que le dernier budget qui a été annoncé la semaine dernière accorde des montants que la prédécesseure à l'environnement aurait été jalouse d'avoir en matière de gestion des matières résiduelles,
pour une crise que les libéraux n'ont jamais su régler après 15 années de gouvernance en matière de purification et de traitement de l'eau annoncé par ma collègue au niveau des affaires municipales, en matière de décontamination de sol. Donc, c'est un budget que ma collègue, anciennement ministre de l'Environnement, aurait certainement aimé Première avoir. complémentaire, Madame la députée de Maurice Richard. Votre attention toujours. Monsieur le Président, juste une petite note au ministre. Si le premier ministre peut se vanter que les Québécois sont les meilleurs en termes de GES au Canada, c'est parce qu'il y a du travail qui a été fait avant. Juste pour votre information. J'ai pas de réponse à ma question. Je comprends que le gouvernement veut faire du développement économique, qu'il veut faire beaucoup de projets, qu'il veut aller rapidement, mais aller vite, 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 c'est certainement pas la solution de couper les évaluations environnementales. Donc, il y avait de l'argent qui était disponible. La solution aurait pu être d'augmenter les budgets pour améliorer les processus. Quel message on envoie aux Québécois si d'un côté on dit qu'on veut Monsieur le développer, ministre et de l'autre, on coupe l'Environnement. le budget? Le premier message est très, très clair et je peux le réitérer. Nous serons plus fermes dans notre intention. Nous ferons plus qu'éliminer les simples pailles de plastique dans les restaurants et dans les bars. Premier engagement. Autre engagement au niveau des évaluations environnementales, c'est une priorité qui avait clairement été identifiée par le premier ministre au moment de ma nomination. Et si vous regardez bien le budget, il y a une augmentation des sommes qui a été prévue au niveau des effectifs pour renforcer les directions régionales, pour pouvoir livrer plus rapidement les évaluations environnementales. Le milieu nous le demande, autant le milieu municipal, autant le milieu des affaires. Donc, on parle d'une augmentation des budgets et non pas d'une réduction des budgets. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Maurice Richard. Monsieur le Président, le Québec a des moyens et dispose de marges financières historiques grâce à notre bonne gestion des finances publiques. Les Québécois ont des préoccupations environnementales. On reconnaît tous qu'il faut accélérer les processus, améliorer le traitement des dossiers en cours. Alors, le gouvernement fait quoi? Il coupe au niveau du BAP, il coupe au niveau des évaluations environnementales, il ne donne pas les moyens aux instances d'améliorer les services. Pourquoi? Monsieur le ministre de l'Environnement. Je pourrais éventuellement prendre quelques instants pour passer en revue le budget avec elle, mais je peux aisément contredire chacune des affirmations qui viennent d'être faites. Mais en même temps, l'engagement qu'on a pris au niveau du gouvernement, c'est lorsqu'on apposera notre signature par rapport à un objectif précis, on va se donner les moyens pour atteindre cet objectif. Et c'est exactement le contraire qu'a pu faire le Parti libéral au cours des 15 dernières années. Il y a bon nombre d'engagements qui ont été pris, que ce soit à travers des ententes internationales ou au niveau d'engagements formels pour l'élimination de l'enfouissement des matières organiques, que ce soit au niveau de la réduction des gaz à effet de serre. Donc, toutes de belles paroles qui, malheureusement, n'ont jamais été accompagnées de moyens. Et c'est la situation qu'on est en train de corriger. Question principale, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur le Président, il y a aujourd'hui 1 millier de travailleurs et travailleuses qui arrivent ici de Trois-Rivières à la marche pour demander l'intervention du premier ministre dans le dossier d'aluminerie ABI à Bécancour. Ils ne font pas 130 km à pied pour rester en forme. Ils viennent dénoncer la subvention scandaleuse accordée par Hydro-Québec à un lock-out qui les prive d'emploi et de revenus depuis plus d'1 an. 165 millions de dollars seulement pour 2018 et le compteur continue à tourner, Monsieur le Président. En incluant les derniers mois de 2019, on est probablement rendu à l'entour de 200 millions. Tant que les ministres de la CAQ tolèrent cette situation inacceptable, ça les place de facto dans le camp d'Alcoa, dans le camp de l'employeur, une multinationale qui prend toute une région en otage. Ça ne peut plus durer. Est-ce que le ministre du Travail va se rendre à l'évidence et rouvrir le contrat d'Hydro-Québec pour donner une chance au conflit de se régler? Monsieur le ministre de l'Emploi. Merci à mon collègue d'Hochelaga-Maisonneuve de se préoccuper du sort des familles affectées par un lock-out qui a été déclaré le 11 janvier 2018. Dans le domaine des relations de travail, on a aussi hérité du laisser-faire libéral. Quand nous avons été élus, il n'y avait aucune négociation entre les partis. Quand nous avons été élus, nous avons aussi hérité d'un contrat d'électricité qui avait été négocié par nos prédécesseurs. Nous ne sommes pas dans un contexte de négociation de tarifs d'électricité. Nous sommes dans un contexte où nous devons aider pas une partie, mais les deux parties, parce que nous avons été élus pour représenter l'ensemble des Québécois et des Québécoises à trouver un terrain d'entente. C'est ce que nous faisons de manière très active par le biais d'un conseil de médiation, par le biais d'un groupe d'experts.
nous ne devons pas assumer le fardeau de régler. Ce sont les partis qui doivent négocier le renouvellement de leur convention collective de travail. Merci. Première complémentaire, Monsieur les députés de Hochelaga-Maisonneuve. Pendant que les travailleurs et travailleuses se battent pour leur emploi, on apprend que le salaire du président d'Alcoa a triplé entre 2016 et 2018, passant de 4 à 13 millions de dollars US, Monsieur le Président, pour une seule personne. Les Québécois s'attendent d'un premier ministre qui se dit nationaliste, de faire passer les intérêts des gens d'ici avant ceux des gros patrons américains, parce que, Monsieur le Président, le Québec n'est pas un terrain de jeu pour les multinationales. Alors qu'il parle tout le temps de fierté, est-ce que le premier ministre est fier de se faire marcher dessus par Alcoa? Monsieur le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons nullement l'intention de nous immiscer dans les droits de direction d'un employeur. Nous n'avons nullement aussi l'intention de nous immiscer dans le pouvoir décisionnel de la partie syndicale. Encore une fois, on représente les deux parties. Elles m'ont clairement exprimé, les deux parties, parce que je les ai rencontrées. J'ai discuté à maintes reprises avec elles. Chaque fois, elles me réitèrent leur volonté claire de trouver un terrain d'entente par elles-mêmes. Les deux parties ont salué nos interventions à ce jour. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Donc, depuis janvier 2008, il y a des gens qui souffrent, des familles qui se demandent de quoi va être fait leur avenir. Le premier ministre ne peut plus rester insensible à ce qui se passe à Bécancour. Monsieur le Président, je fais appel à lui. En fait, c'est 1 millier de familles qui fait appel à lui aujourd'hui. Est-ce que le premier ministre peut s'engager personnellement à intervenir dans ce conflit-là, décrocher le téléphone, appeler à Pittsburgh, puis dire au grand boss de mettre fin au calvaire? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, les employés d'ABI sont parmi les mieux payés au Québec. Ce sont des salaires très, très bien payés. Maintenant, pour ce qui est du contrat signé par le gouvernement libéral avec ABI pour l'électricité, c'est incroyable, j'en reviens pas. Là, les fonctionnaires sont gênés. Ils ont permis, le gouvernement libéral, qu'on utilise comme clause de force majeure un lock-out. C'est du stuff de junior. Mais on est pris avec ça. On ne peut pas déchirer un contrat qui a été signé par le gouvernement libéral. Même si ce contrat-là, c'est de la mauvaise gestion. C'est quelque chose là qui n'aurait même pas été négocié par un enfant d'école. Question principale à Mme la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, hier, le ministre de l'Éducation se plaignait de la couverture médiatique rattachée aux maternelles 4 ans. Il se plaint que les maternelles 4 ans occupent 85 du temps d'antenne, alors que ça occupe seulement 15 de son temps. Je suis ça triste parce qu'il s'agit de la priorité de son premier ministre et qu'il va injecter $1 milliard sur 5 ans sur ce projet. Alors, bien qu'il se plaigne de sa propre turpitude, je lui offre une occasion de parler de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, pour l'autre 85 de son temps, où est l'argent pour les stagiaires au cégep? 85 de son temps, où est l'argent pour les stagiaires à l'université? 85 de son temps, où est l'argent pour les doctorants qui font présentement leurs internats en psychologie? Bref, où est l'argent aussi pour la recherche universitaire? Monsieur le Président, je l'ai déjà mentionné et je repose ma question. Est-ce que l'enseignement supérieur a un ministre qui s'occupe d'eux? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, comme je suis content justement d'avoir enfin des questions sur l'enseignement supérieur, on a déposé dans le dernier budget une mesure très importante, notamment qui devrait intéresser ma collègue, parce qu'on vient réparer les coupures qu'ils ont faites en enseignement supérieur, notamment pour les universités en région. Et il y a beaucoup d'universités en région qui étaient très contentes qu'on réinvestisse en décembre dernier, au milieu de l'année. C'est quand même quelque chose d'aller chercher de l'argent au milieu de l'année pour réinvestir. On le fait pareil. Et il y a un 15 millions qui s'en vient. Et là, cette fois-ci, ce sera pérenne. On ne fera pas ce mauvais tour à chaque année aux universités en région. Et surtout, on a revu la formule de financement de nos cégeps. Les collèges étaient à la fois sous-financés et mal financés ces dernières années. Ils ont payé le prix. Ils étaient présents quand c'était le temps de couper. Mais ils n'étaient pas là quand ça a été le temps de réinvestir. C'était vraiment le temps de réinvestir dans nos collèges et de revoir la formule de financement. Savez-vous quoi?
on fait les deux. Et en faisant ça, on valorise l'enseignement supérieur, on s'assure que les jeunes puissent, chez eux, en région, accéder à l'enseignement supérieur. On redynamise nos régions. Je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait dans le dernier budget pour l'enseignement supérieur, M. le Président. Première complémentaire, Mme la députée de Saint-Laurent. Est-ce que le ministre de l'Éducation est fier d'avoir coupé 21 millions de dollars dans le programme de bourse? Est-ce que le ministre de l'Éducation est toujours aussi fier de faire de l'humour sur les étudiants qui ne dorment pas? Parce qu'en ce moment, ils se posent la question si oui ou non, ils auront une bourse pour leur doctorat en psychologie. Myriam vous a écrit sur votre compte Facebook. Elle se demande la chose suivante. J'ai une chance sur 3 d'avoir 0 $ au lieu d'avoir mon 25 000 $ de bourse. C'est déplorable. On ne peut pas faire ça à ceux et celles qui porteront la santé mentale de leurs concitoyens sur leurs épaules dans l'avenir du Québec. Monsieur le député de Chambly, Monsieur le avez-vous ministre compris de l'urgence? l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Oui, Monsieur le Président, il y a des choses qui ont été faites qui étaient correctes par le précédent gouvernement. La compensation du stage 4 en éducation, on l'a appuyé quand ils l'ont fait, puis on va le continuer évidemment. Les bourses pour les doctorants en psychologie, c'était bien qu'ils le fassent, on les encourageait à le faire, on est contents. Malheureusement, ça a été bâclé, mal planifié. Il n'y a pas assez de bourses pour le nombre d'étudiants. Bon. Alors, une bonne idée, pas une fausse bonne idée, une bonne idée mal appliquée. Alors, dans les scénarios qu'on est en train de travailler, on va les déposer très, très bientôt au mois d'avril, parce qu'on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. On a dit qu'on travaillait sur des scénarios de compensation de stages dès le mois d'avril. Et évidemment, on va avoir en préoccupation de travailler, à corriger l'erreur pour les stages en psychologie. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, je ne peux pas croire que pour le ministre de l'Éducation, allouer 250 bourses de 25 000 $, c'est une erreur. Franchement. Un peu de sérieux. Myriam, elle écrit sur le compte Facebook, elle veut des réponses. Parce qu'en ce moment, nos stagiaires sont déjà en grève. Vous avez fait le choix de couper 21 millions de $ dans le programme de bourse. Pourquoi vous ne l'avez pas alloué tout simplement, non seulement pour les doctorants en psychologie dès maintenant, ainsi que de faire une réserve pour tous les étudiants de la FEC et de l'Union étudiante du Québec qui sont aussi en demande d'avoir la rémunération de leur stage? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, faire attention, on n'a coupé aucune bourse. Hein? On augmente les bourses. On va déposer des scénarios très bientôt, au mois d'avril. Il y en aura plus qu'il n'y en a jamais eu. Alors, j'invite à faire attention pour induire les gens en erreur d'aucune manière. D'aucune façon, les gens qui se qualifient d'ailleurs pour le programme régulier de prêts et bourses ne se verront refuser des prêts et bourses parce qu'il manque de fonds. C'est juste même pas possible de la façon dont le fonds est conçu. Donc, même si on voulait, ça n'arrivera pas. De toute façon, on ne veut pas que ça arrive. Et le montant moyen des bourses augmente d'année en année. Alors, Monsieur le Président, il n'y a pas d'enjeu ici, là. Question principale, Madame la députée d'Anjou-Louis-Riel. Merci, Monsieur le Président. Jeudi dernier, lors de la lecture du budget, nous apprenions que la CAQ a mis fin au populaire programme Rénovable. Ce programme permettait aux familles de faire des rénovations comme de changer les fenêtres, changer les portes, refaire les toits et mieux isoler les maisons. Bref, des mesures éco-énergétiques qui avaient pour but d'aider financièrement les gens à rénover les maisons, de réduire les factures des coûts de chauffage, Monsieur le Président, et en même temps de réduire les gaz à effet de serre. Monsieur le Président, ce programme marchait tellement bien que plus de 172 000 familles en ont bénéficié. La question est simple. Pourquoi le gouvernement a-t-il enlevé une des rares mesures éco-énergétiques qui aidait financièrement les familles? Monsieur le ministre des Finances. Merci pour la question. Le programme Renouvert n'était pas financé à long terme. Alors, nous avons fait des choix en toute connaissance de cause. La rénovation au Québec va très bien. Elle n'a donc pas besoin de subventions. Et nous avons d'autres programmes qui aident à la rénovation et nous allons les poursuivre. Alors, nous avons simplement fait des choix et celui-ci, c'est d'investir massivement en environnement, une augmentation de la mission environnement totale de 50 % année sur année, et c'est très positif pour l'environnement. Première complémentaire, Madame, question principale, Madame la députée d'Anjou-Louis-Riel. Absolument. Monsieur le Président, non seulement la CAQ renie ses promesses, mais le ministre de l'Environnement, hier, en a ajouté une couche en déclarant que le crédit d'impôt était plus pertinent. Monsieur le Président, la vérité, c'est que ce que le gouvernement donne d'une main, il le reprend de l'autre. En enlevant le programme Rénovable, il retire directement 1 700 $ des poches des petites familles qui voulaient rénover leur maison et baisser ainsi la facture de chauffage.
chauffage. En campagne électorale, Monsieur le Président, le député de Blainville a pris l'engagement formel devant tous les acteurs de la construction et de l'habitation de rendre permanent ce programme. Il allait même plus loin, Monsieur le Président. Il s'engageait à le rendre disponible auprès des petits propriétaires d'immeubles locatifs. Pourquoi la CAQ a-t-elle renié sa promesse et brisé les seuls engagements en matière d'habitation qu'elle avait pris? Voilà. Monsieur le ministre des Finances. Mais lorsqu'on tient un programme, il faut assurer son financement à long terme. Or, le gouvernement précédent n'avait pas prévu de financement pour ce programme. J'ai constaté cette situation et j'ai fait des choix, j'ai pris des priorités. Et nous sommes très fiers de ce que nous faisons dans l'ensemble pour l'environnement, avec une augmentation du budget de l'émission de 51 % cette année. Et quant au programme Rénov'Vert, la rénovation va très bien au Québec. Elle n'a pas besoin de cette subvention. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci de votre collaboration.